Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce premier Jeudi Science 2022 de la FRAID, exceptionnellement organisé un mardi pour nous permettre d'accueillir Marc-André Solos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est spécialiste des liens entre les champignons du sol et les racines des plantes qui forment une symbiose essentielle aux deux partenaires qui s'appelle la mycorhize. Il est professeur, donc il enseigne dans plusieurs universités en France et en Pologne et en Chine. Il enseigne la biologie des plantes, des microbes, l'écologie et l'évolution. Et il est connu aussi du grand public pour ses talents de vulgarisateur des sciences, chroniqueur à l'émission La Terre au carré sur France Inter. Et son dernier ouvrage, L'origine du monde, nous propose un voyage souterrain à travers la vie trépidante des sols, tout en pointant les dommages que nous faisons subir. C'est sur ce thème qu'il a accepté de participer à notre cycle de conférences Jeudi Science et nous l'en remercions. Et j'ai une petite précision, il répondra à vos questions dans la salle pendant l'exposé, si vous êtes d'accord. Et les questions Zoom, nous les prendrons après en fin d'exposé. Monsieur Sebastien, nous écoutons. Merci. Et beaucoup de gens, alors sans doute pas vous, mais beaucoup de gens pensent que ça, c'est un écosystème terrestre. Et si vous advenez de penser cela, eh bien, vous serez dans la situation d'un pou qui, en contemplant le cuir chevelu de son hôte, se dit que c'est beau, un homme. En réalité, ceci n'est pas un écosystème terrestre, car les écosystèmes terrestres sont là. Ils sont en dessous de cette surface que nos yeux embrassent et, en fait, justement, nos yeux n'embrassent pas les sols. D'ailleurs, ils n'en éprouvent pas la nécessité, parce que les sols sont culturellement teintés de nuances négatives, on s'enterre quelque part, on parle d'un cutéreux. Et en plus, de toute façon, si même ils devaient embrasser la vie du sol, eh bien nos yeux ne pourraient pas, parce qu'il n'est pas transparent et parce que les éléments sont trop petits, ils ne pourraient pas nous permettre de voir ce que sont les sols. Alors, explorons cela et explorons d'abord à quel point les sols sont faits de vie. Ceux d'entre vous qui sont déjà versés dans la discipline des sols ne vont pas sans doute apprendre grand-chose de ça. Il y a plein de microbes, parmi lesquels des champignons. L'entendement, souvent, propose le mot de champignon pour ce qu'on voit à l'œil nu, mais ce n'est que l'organe reproducteur, en réalité, producteur de spores qui, dans des circonstances favorables, par exemple en atterrissant sur un sol, germent en filaments, des filaments qui ensuite vont, et là on passe en vitesse accélérée, grandir, se ramifier, des ramifications qui d'ailleurs se ressoudent entre elles pour opérer la mise en place de réels réseaux, des réseaux d'interaction entre toutes les parties qui forment ce que l'on appelle un mycélium. D'ailleurs, on voit très bien ici le mycélium de ce champignon qui se reproduit. On voit très bien ces filaments blancs ici, parce qu'ils sont très abondants, mais assez souvent, ils ne sont pas très abondants et on ne les voit pas à l'œil nu, ce qui fait des champignons dans leur vie quotidienne, des microbes formés d'un mycélium fait de filaments d'un centième de millimètre. Et d'ailleurs, quand on froisse un champignon, mais aussi quand on palpe un sol qui contient beaucoup de champignons, on a cette odeur particulière de champignons qui s'échappe, l'octénol, qui nous dit que des fois, les microbes, on ne les voit pas, mais on peut les sentir. Notre nez est parfois plus informatif que nos yeux. Alors, à côté des champignons, et 10 fois plus petits, il y a des bactéries. Des bactéries qui sont formées de cellules séparées, ou parfois en chaînettes, comme ce Streptomyces, et qui sont donc des organismes très abondants dans les sols, dont nous ne connaissons absolument pas les bactéries des sols. Les actinomycètes auxquels appartiennent les streptomycètes sont inconnus du grand public, à part que ce sont des pourvoyeurs d'antibiotiques qu'on trouve dans nos armoires à pharmacie. Je pense à la streptomycine, par exemple, ou encore à l'actinomycine, qui vient d'un actinomycès. Et à part que, justement, ces bactéries, c'est elles qui font l'odeur du sol, notamment les fameux actinobactéries comme les streptomyces ou les actinomyces, sont producteurs de géosmine, une molécule dont on sait très bien la synthèse, mais dont on ne connaît absolument pas le rôle, qui est fabriquée par beaucoup de bactéries du sol, dont les actinobactéries, dont les streptomyces, et qui est à la fois à l'odeur de terre, et puis aussi quand il a plu, cette odeur particulière d'après la pluie, qui advient quand l'eau de pluie rentre dans les pores du sol, chasse l'air et permet cette odeur de terre diluée d'arriver jusqu'à nos narines. Ces actinobactéries ont la particularité amusante d'être des organismes dont nous connaissons l'odeur sans connaître le nom. Et c'est une forme d'intimité paradoxale qui nous lie à elles, mais on ne peut pas dire là non plus qu'on leur échappe totalement à ces microbes parce que leur odeur nous renseigne sur leur présence. Et bien des sols comme celui qu'il y a dehors vont sentir l'actinobactérie, alors que si on va sous le cèdre là,
je suis à peu près certain que ça sentira plutôt le champignon. D'un sol à l'autre, on peut deviner qui domine. Alors, dans ces sols, il y a aussi, je ne vais pas en parler parce qu'on ne connaît absolument pas, des virus qui sont encore 10 fois plus petits que les bactéries. Là, on est autour du millième de millimètre, 10 fois plus petits que les champignons. On a des virus qui sont 10 fois plus petits, mais ce n'est pas tout. On a aussi, si on remonte dans de plus grandes tailles, des organismes qui sont de nouveau autour du centième de millimètre et qui sont souvent méconnus des sols. Ce sont les amibes, qui sont en fait une cellule qui se déforme, déformation qui lui permet aussi bien de se déplacer que d'englober des proies. Des proies comme des bactéries. C'est-à-dire, vous avez ici un actinomycète qui donne l'échelle. Ces amibes, on connaît les plus grandes d'entre elles, d'ailleurs, on les connaît bien à Toulouse sous le surnom de blob. Ce sont des amibes du sol, des amibes géantes. Donc, dans les sols, il y a des microbes, c'est-à-dire des choses qui échappent à l'œil parce qu'ils sont trop petits. Et il y a encore quoi? Alors, oui, c'est là qu'on voit qu'on est dans un territoire de recherche, parce qu'en général, les racines, ça patine. Les gens ont du mal à admettre qu'il y a un tiers de la masse de la plante qui se trouve sous terre, en moyenne, mais effectivement, après, avec les microbes, il y a surtout des racines. Et puis, si on va dans le détail, il y a la seule chose qu'on arrive à voir bien, et à laquelle on s'intéresse, la faune. Les colamboles, les pseudoscorpions, alors on est toujours dans les arachnides, un prédateur, vous voyez, au prince impressionnant, mais pas que, ce n'est pas un vrai scorpion. Les nématodes, des petits vers qui ont presque la taille de bactéries, des acariens, ici en train de courir sur des filaments de mycélium de champignons, encore dans les arachnides, des prédateurs, les myriapodes, des vers, alors des vers au sens vrai, du même groupe que les lombriques, les insectes. Et donc toute une diversité d'animaux qui sont peut-être, bien que certains soient microscopiques, ce qu'on connaît le plus et ce qu'on voit le plus, d'habitude on pense aux vers de terre dans le sol, et c'est pas faux, voilà. Mais en fait, dans la mesure où les animaux du sol mangent des microbes ou des racines, ben, il ne peut pas y en avoir plus qu'une racine ou des microbes, et donc c'est quantitativement inférieur à la quantité de microbes et de racines. Dans un gramme de sol de chez nous, on a plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, éventuellement si on tombe bien un peu d'animal ou un petit peu de plantes. On a au total, et je vous le disais, ce qui domine, c'est les microbes et les racines, avec à la louche et dans un sol moyen 5 tonnes de chaque à l'hectare, et puis un petit peu d'animaux, 1,5 tonne à l'hectare. Vous voyez combien nos yeux nous trompent sur le sol, où ils nous permettent d'emblée de remarquer les animaux. 25% des espèces connues, c'est-à-dire qui ont un nom, vivent dans les sols. Et pour les bactéries, on sait que dans le sol de France, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries. La France, pays de 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 6 000 espèces de plantes, pour ne compter que la France continentale, dans laquelle on trouve surtout des bactéries. Alors, ça remet la biodiversité à sa place, une diversité qui est surtout microbienne et qui est surtout dans les sols. Au total, c'est entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante qu'on trouve sous terre, et si on y met la matière morte en plus, l'ensemble de la biomasse morte ou vive, elle est à 60 à 90% dans le sol. Voilà. Quantitativement, c'est là que ça se passe. En biodiversité, c'est là que ça se passe. Et nous sommes vraiment à la périphérie des écosystèmes terrestres. Alors, on peut être très heureux d'y vivre, mais on ne peut pas s'empêcher de s'y intéresser, car en fait, vous allez voir que cette biodiversité, elle a aussi une diversité de fonctions qui construit les sols. Et ce sol, il est fait par la vie qu'il contient. Regardez plutôt. Vous savez qu'il y a des tas d'endroits gravillonnés ou couverts de macadam, on est obligé en hiver de déblayer la matière organique morte. Dieu merci, pour l'ONF, dont les subsides ne permettraient pas de faire ce travail, on n'est pas obligé de balayer la forêt. Quelle est la différence entre la forêt ou un champ et une surface gravillonnée ou de macadam? C'est que là, il n'y a pas de sol. Et une grande fonction des sols est de digérer, de résorber les quelques 2 à 10 tonnes de matière organique par hectare qui tombent au sol chaque année en milieu tempéré. Et cette lente digestion, eh bien, on appelle la décomposition, c'est l'affaire de microbes qui vont petit à petit attaquer la matière organique, comme cette pomme ici conservée quelques mois à l'agroscope de Zurich, et donc vous voyez que petit à petit la matière disparaît sous l'attaque de microbes, très probablement des bactéries ici. Alors c'est tout à fait remarquable de voir cette disparition de la matière organique.
Pourquoi disparaît-elle? Parce que les microbes qui s'en nourrissent sont exactement comme vous et moi. Une partie de cette matière leur sert à se développer. Donc ils grandissent, mais Dieu merci, nous ne grandissons pas, nous ne grossissons pas de tout ce que nous mangeons. Une grande partie de ce que nous mangeons, nous le respirons, et qui dit respirer dit en fait alimenter un réel feu cellulaire. La respiration, c'est un vrai feu. Et vous savez qu'un feu produit du CO2, c'est autant de matière qui s'échappe sous forme gazeuse et qui va diminuer la quantité de masse restante. Ce que les microbes décomposent et intègrent dans leurs cellules, pour la plupart, ça va être brûlé pour faire de l'énergie qui va leur permettre de fonctionner, et ça va partir sous forme de CO2. Sauf que si vous avez déjà fait un feu, vous savez que le feu ne produit pas que des gaz. Bien sûr, il produit aussi de la lumière et de l'énergie et de la chaleur, mais ça, c'est l'énergie que récupère la cellule. Un feu produit aussi des cendres, et je ne sais pas si vous savez comment on retire les cendres de l'organisme humain, par exemple, les cendres issues de la respiration et du catabolisme, pour parler techniquement. Eh bien, c'est l'urine. Nos cellules jettent l'azote, le phosphate inutilisé, tout ça, on le retrouve dans l'urine. Et les microbes font pareil, ils jettent dehors la partie les molécules azotées, les molécules phosphatées, qui ne leur sont plus nécessaires parce qu'ils en ont extrait l'énergie. Et ça, c'est important parce que ça ne prend pas beaucoup de place, mais c'est là et ça permet de nourrir les plantes. Regardez plutôt cet exemple. Là, on a des champignons qui forment quelque chose qui est bien connu, hein, c'est un rond de sorcière. Alors, vous et moi, on sait maintenant que, en fait, ce que ça cache, c'est que le mycélium, il est en couronne. C'est assez étrange d'ailleurs comme forme. En fait, ça s'explique par le fait que ce champignon décompose et assimile la matière organique du sol. Là où il est depuis longtemps, il a absolument tout mangé, il n'y a plus rien à manger, il meurt d'inanition. En revanche, il croît vers l'extérieur, comme vous l'avez vu grandir tout à l'heure. Et donc, vous avez un front de croissance et un front de mort qui se succèdent, qui fait que le mycélium est donc disposé sur une couronne, zone dans laquelle il réalise le programme que je vous disais, il se nourrit activement, c'est-à-dire qu'il convertit la matière organique morte en nouveaux filaments de champignons et en déchets. C'est de l'azote et du phosphate. Cet azote et ce phosphate expliquent que l'herbe, au niveau du rond de champignon, pousse un peu mieux. C'est un vrai fertilisant. Et d'ailleurs, il y a des saisons où on ne voit pas les parties reproductrices, et on voit quand même bien la présence du mycélium et son effet fertilisant par ces déchets azotés, phosphatés. Vous voyez ce cercle d'herbe grasse, ça se voit au printemps par exemple. Et je vous emmène dans les Pouilles, où là, on a une superbe vue sur des ronds sorcières qui font entre 10 et 50 mètres de diamètre, et qui sont très bien marquées par une zone de croissance accrue de l'herbe. Et ça veut dire que la décomposition a un effet qui est de donner des déchets qui permettent aux plantes de repousser. Ça recycle en fait l'azote, le phosphate et tout un tas d'autres composants minéraux. Et ça réalise un programme que Pasteur décrivait de la façon suivante. Il disait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres de tout genre. Sans eux, sans les microbes, donc, sans les êtres microscopiques, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Et oui, la porte d'éternité, c'est la décomposition, car c'est l'espoir d'un recommencement et l'espoir d'un avenir, celui des autres. Mais clairement, les microbes, ici, en décomposant, ils permettent en fait la vie future, ils font déjà la fertilité des sols. Et donc, les sols contiennent de la matière organique qui explique leur couleur noire, mais cette matière organique est en attente de décomposition, elle est en devenir, et notamment, elle devient fertilité. Il y a aussi, bien sûr, dans les sols, et ça se voit sur cette image, de la matière minérale, et vous allez voir qu'elle aussi est en devenir, et qu'elle est aussi en devenir sous l'effet des microbes. Regardez plutôt. Trempons dans de l'eau, à pH neutre, un petit cristal d'apatite. L'apatite, c'est un minéral riche en phosphore. Au bout de 6 mois, sa surface paraît non altérée. En fait, elle s'est lentement dissoute, et très lentement et uniformément, de sorte qu'elle paraît intacte. Et en fait, très peu de choses se sont dissoutes. Rajoutons une petite goutte de sol, enfin d'eau dans laquelle on a ajouté du sol. Rajoutons une petite goutte de microbes du sol. Et là, au bout du même temps, le cristal apparaît complètement grêlé. Il est ponctué de multiples trous, au fond desquels vous allez trouver des bactéries, d'ailleurs aussi des amibes en train de les manger, ou des filaments de champignons. En réalité, l'altération de la roche, cette lente dissolution qui s'opérerait de toute façon, est accélérée par le vivant pour une raison très simple. En effet, la dissolution de la roche libère tout un tas de ressources utiles aux plantes. Fer, calcium, aux plantes d'ailleurs, aux microbes. Fer, potassium, calcium, phosphate,
toutes sortes d'oligo-éléments. Et les microbes font souvent des petites couches, des biofilms, comme on dit techniquement, à la surface des roches, où ils retiennent l'eau, ce qui augmente le temps où la dissolution peut avoir lieu, par rapport à un sol qui sèche par ailleurs entre deux pluies, et ils émettent de l'acidité qui catalyse, qui active cette dissolution. Et ils en profitent en pompant activement certains des produits, mais pas tous. Une partie leur échappe et va rejoindre en quantité encore accrue ce grand volant de fertilité qui vient de l'altération de la roche. En sorte que, vous voyez que les sols contiennent de la matière organique en devenir sous l'effet du vivant qui devient de la fertilité, ils contiennent de la matière minérale en devenir sous l'effet du vivant qui devient de la fertilité, et tout ça est une vaste salle d'attente à pourrir ou à se dissoudre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi des trous dans le sol qui sont remplis d'eau et de gaz. Et là encore, vous allez voir que pour les gaz, au moins, la vie a tout en main. D'abord, en parlant des gaz, plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène. Et ça, c'est assez logique, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui respirent dans le sol, on l'a dit tout à l'heure. Et plus vous êtes bas, plus vous avez des chances que les oiseaux du dessus aient pris l'oxygène avant que l'oxygène de l'air n'arrive jusqu'à vous. Et ça, c'est la respiration. Évidemment, cette respiration produit du CO2 qui s'échappe dans l'air, mais plus on est profond, plus il y a de CO2 qui vient du dessous et qui peine à s'évacuer. Et vous voyez que donc même les gaz sont en devenir sous l'effet de la vie. Mais cette respiration du sol, c'est une première chose qui est sans doute pas la plus étonnante. La plus étonnante, parce qu'elle va correspondre à quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude dans le monde qui nous entoure, c'est le devenir d'un certain gaz de l'atmosphère qui introduit dans le sol un élément qui ne s'y trouverait pas sinon. Quel est donc cet élément qui ne se trouverait pas dans les sols s'il ne venait pas de l'atmosphère? Eh oui, l'azote. Alors là, cet effet de manche, il n'est pas très hypothèque, parce que tout le monde, je ne sais pas, qui n'est pas de l'INRA ici? Ah bah oui, il y a tous ceux de l'université, c'est vrai. Alors, en tout cas, vous conviendrez qu'effectivement, il n'y a pas dans la roche, sauf dans certaines roches sédimentaires, mais à des taux qui ne peuvent pas expliquer plus de 10% à tout casser la quantité d'azote du sol, il n'y a pas de grande quantité, voire il n'y a pas du tout d'azote. L'azote, il vient de l'atmosphère. Souvent, on crédite des plantes comme les légumineuses d'être fixatrices d'azote, mais là encore, vous allez voir, c'est une histoire de microbes, parce qu'en réalité, elles ne font pas le travail elles-mêmes. Ces plantes-là que nous, on connaît sous le nom de protéagineux, parce qu'elles sont riches en protéines, elles sont capables d'extraire leur azote de l'air, mais grâce à des nodosités dans lesquelles elles abritent des bactéries, notamment des rhizobiums, qui sont capables de cette conversion, une conversion très coûteuse en énergie, de l'azote atmosphérique en acide aminé. Alors, pour les spécialistes de la symbiose ou de la nodosité qui doivent être en train de s'arracher les cheveux, j'ai fait simple. Je ne rentre pas dans le détail chimique de cette opération, n'empêche qu'à la fin, c'est de la protéine. Ou de l'acide nucléique. En tout cas, ça coûte extrêmement cher. Et pour le coup, le fait d'être nourri par une plante qui consacre bon an, mal an, de 20 à 35% de sa photosynthèse à ses nodosités, ça permet d'avoir l'énergie requise pour faire ce travail. Mais il existe des besogneux qui, loin de l'opulence de la vie dans une nodosité, font ça dans le sol en trouvant eux-mêmes de la nourriture comme ils peuvent. Évidemment, leur activité est moindre. Mais les azospirillums, les azotobactères du sol, qui vivent librement dans le sol et se nourrissent de matière organique morte, sont capables également de cette fixation, sachant que toute l'histoire de la fertilité du sol repose sur le fait que bactéries et plantes à leur mort vont subir la décomposition, et cette fois-ci, l'azote va se retrouver sous ses formes minérales qui seront disponibles à d'autres microbes ou à d'autres plantes au tour suivant. En fait, on voit que les gaz aussi sont en devenir. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'on peut voir le sol comme un mariage à trois de matière organique, d'atmosphère et de roche, tout ça sous l'effet de la vie, parce que c'est fait de matière organique, de matière minérale et puis de gaz qui sont en devenir sous l'effet du vivant, et l'un de leurs devenirs majeurs, c'est de devenir ces choses que d'autres organismes puisent dans le sol, c'est de devenir de la fertilité, ce mariage. Il a une descendance, c'est la fertilité du sol. Bien. Mais ce n'est pas tout, parce que tout ça est animé. Alors, il peut paraître bizarre, alors même que les plantes, sinon les bâtiments ou les tables de jardin sont installées dans le sol comme support, d'imaginer que le sol est mobile. Pourtant, c'est quelque chose qui bouge,
quelque chose qui a une fluidité sur un pas de temps, certes un peu plus long que celui que l'œil peut contempler en quelques minutes, mais suivez-moi. Quand on voit cette coupe de sol, on voit très bien qu'il y a de la matière organique et de la matière minérale, que la matière organique est en haut, que la matière minérale est en bas, certes, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on passe de l'un à l'autre continuellement. Quelqu'un a mélangé, pas de façon hyperactive, mais quelqu'un a mélangé tout ça de façon à ce que la transition, finalement, se trouve être continue. Qui a mélangé? Alors, l'eau ne mélange pas, elle entraîne vers le bas. Mais c'est du coup, on a intérêt à mélanger, parce qu'on remonte de la fertilité qui est entraînée avec l'eau, ça c'est sûr. Oui, alors les vers, oui et non. Oui, les vers, parce que les vers, effectivement, par leur activité, ils perturbent les couches du sol, mais, alors vous voyez qu'ici on a fait un aquarium avec des petites couches bien colorées, et 5-6 jours de vers de terre, et c'est le foutoir, on n'y retrouve plus ces couches d'origine. C'est vrai qu'ils perturbent le sol en se déplaçant, mais leur activité de mélange est encore plus subtile et intime que ça. Regardez plutôt. Le ver de terre ne mange pas, contrairement à une idée reçue, enfin, il mange mais ne digère pas la matière végétale. Certes, il en mange, mais c'est parce que c'est le meilleur endroit pour trouver des bactéries. Bref, il l'ingère, mais ce n'est pas ce qu'il va digérer. Souvent, les polymères végétaux ne sont pas digestes pour le ver de terre, et bien plus, vous allez voir que souvent, la matière végétale est toxique pour lui. Bon, il va bien falloir broyer cette matière végétale pour en retirer le jus de microbes, le jus de bactéries, qui est ce qui va être le plus nourrissant pour lui. Par parenthèse, le C sur N du jus de bactéries, c'est un truc de dingue, c'est de 2 à 5. Donc c'est quelque chose de très riche. Et pour bien broyer, comme il a un corps mou, il fait exactement comme les poules dans leur gésier qui accueillent des petits cailloux, il prend des grains de sable. Et le problème, c'est qu'en broyant bien les tissus végétaux, certes, on extrait le jus de bactéries, mais on extrait aussi toutes les toxines végétales. Vous savez que la plupart des végétaux sont bourrés de terpènes et surtout de tanins qui ont des effets toxiques. Eh bien, les vers de terre font comme vous quand vous avez un problème digestif et que vous prenez du smecta, ils prennent de l'argile dans le sol qui va absorber toutes les toxines végétales, y compris aussi quelques virus qui peuvent traîner, et ces argiles protectrices vont rentrer dans le tube digestif et finalement ressortir avec la partie non digérée de la matière organique, ce qui explique d'ailleurs que les turicules de vers de terre soient noirs. Il y a de la matière organique pas digérée, c'est la matière organique végétale qu'ils n'ont pas pu toucher, mais bien triturée avec l'argile, ces crottes, dont vous voyez qu'elles contribuent d'ailleurs à enfouir la matière qui est arrivée au sol, donc elle va être plus humide, elle va se coloniser plus vite de microbes, et le fait de faire ces crottes sur la matière qui vient d'arriver, ça la rend plus rapidement mangeable pour le ver de terre, sachant que de toute façon aussi le ver de terre, il pourra manger ses crottes parce que la matière organique broyée qu'il y a dans les crottes va être plus facilement attaquée par les microbes. Donc entre ce que c'est crottes en terre et ses crottes, il a préparé aussi son repas du lendemain. Et c'est pour ça qu'un sol comme celui qui est dehors, là, passe dans l'intégralité, tous les 3 à 5 ans, dans le tube digestif des vers de terre qu'il y a là. La crotte de ver de terre, c'est aussi une nourriture à quelques temps de développement microbien pour le ver de terre. Mais en tout cas, on a ici étroitement mélangé l'argile et la matière organique, un mélange très étroit qui porte le nom technique de complexe argilo-humique, une forme où les argiles et la matière organique sont protégées de l'altération et de la décomposition et contribuent aussi à retenir des minéraux chargés, des sels minéraux chargés négativement, comme le potassium ou l'ammonium. Donc, quelque chose qui est très bon pour la structure du sol et surtout qui est un vrai mélange. Et c'est en mangeant que les vers de terre, quand ils sont là, mélangent, sachant que les vers de terre ne sont pas toujours là, je vais y revenir. Je vous emmène faire un tour dans un cimetière. Il n'y a pas d'endroit où on ne puisse pas parler de science. Nous sommes en Irlande, pays riche en vers de terre, et on voit très bien que le cimetière médiéval, les tombes sont complètement enfouies. Le cimetière tardif, enfin Renaissance, 18e, on voit encore assez bien les pierres tombales, et dans la zone la plus récente, on voit très bien les pierres tombales. Oui, tout ce qui est tombé à la surface du sol s'enfonce inéluctablement si ce sol est peuplé de vers de terre qui prélèvent en dessous et font leur turicule au-dessus. D'ailleurs, Darwin, qui a consacré une bonne partie de sa vie à observer les vers de terre de son jardin, qui d'ailleurs a déçu affreusement ses collègues de, je crois que c'était la Royal Society,
en descendant du Beagle et en faisant son premier exposé sur les vers de terre, alors que tout le monde l'attendait sur ses voyages exotiques, et qui publie à la fin de sa vie un ouvrage sur l'action des vers de terre dans la formation de la terre végétale. Il avoue lui-même d'ailleurs être mal nommé à cause de ça. Darwin, en 1881, raconte cette expérience qu'il avait faite dans son jardin et qu'il avait imité d'un de ses oncles d'ailleurs. Il avait répandu de la poudre de craie à la surface du jardin et il suivait d'année en année l'enfoncement de cette poudre de craie. Il en avait déduit un taux d'enfouissement qui lui avait permis d'ailleurs de faire des extrapolations pour déterminer l'âge d'un certain nombre de sites archéologiques, comme Stonehenge. Alors évidemment, il s'était planté d'une large dose parce que quand les objets arrivent très en profondeur, la vitesse d'enfouissement diminue parce qu'il est peu probable que les vers de terre aillent terrasser en dessous. Mais néanmoins, il avait bien observé cet enfoncement, et je vous laisse méditer, nous y reviendrons, le fait que quand on laboure, par contre, les cailloux remontent. Il est hors de question de penser que le labour est l'équivalent du travail des vers de terre, ce que pourtant, d'ailleurs, Darwin écrit à certaines pages de ce livre. Nous reviendrons au labour. En attendant, nous avons compris que les vers de terre travaillent la matière et quand il n'y a pas de vers de terre, parce que dans certaines forêts, il n'y a pas de vers de terre. Dans certaines landes, il n'y a pas de vers de terre. En Amérique du Nord, avant qu'il ne soit introduit d'Asie et d'Europe, il n'y avait pas de vers de terre. Alors, tu penses à d'autres animaux. De fait, oui, il y a d'autres animaux. Est-ce qu'il n'y a que les animaux qui peuvent... Les apports éoliens. Oui, mais c'est un peu comme l'eau. Ce sont des choses assez localisées. Je suis tout à fait d'accord qu'ils sont très pertinents. Hein. Surtout dans le sud de la France, on a des apports sahariens qui sont de l'ordre de 10 à 20 tonnes par kilomètre carré par an. Donc c'est significatif. Mais ce n'est pas du brassage, ça. C'est du dépôt. Mais oui, les plantes. Alors oui, tout ce qui est animaux, effectivement, les taupes, mais les taupes, on les a dans des systèmes où il y a beaucoup d'animaux et souvent 6 taupes à leur ver de terre. En revanche, effectivement, les plantes, on oublie tout le temps la partie souterraine des plantes. Alors ici, dans une réaction un petit peu indignée, cet arbre a un petit peu exagéré la masse de son système racinaire, mais c'est un tiers de la biomasse de la plante qui se trouve sous terre. Et ces racines, c'est quoi? C'est une intrusion de matière organique lors de la croissance. Et cette racine, quand elle va vivre, certaines cellules vont exploser. D'autres, celles de la coiffe racinaire, vont devenir simplement du gel pour lubrifier la pénétration de la racine. Il va y avoir d'abondantes sécrétions qui vont éliminer certains microbes ou en favoriser d'autres. Je vous en présenterai tout à l'heure, les microbes qui sont favorisés par la racine. Et puis ensuite, cette racine, elle va pouvoir, alors déjà de son vivant, les racines, l'ensemble des racines de leur vivant, elles libèrent dans le sol entre 10 et 40% de la photosynthèse. C'est énorme déjà. Et puis, beaucoup de racines fines meurent sans devenir grosses et elles laissent en place de la matière organique morte. Donc c'est une injection de matière organique, un système racinaire dans le sol. Et puis, en fonctionnant, c'est une extraction de sels minéraux qui montent dans les parties aériennes et qui finissent au sol, et qui se décomposeront, mais en eau. Mine de rien, il y a là un véritable ascenseur à matière minérale, et je voudrais vous citer l'exemple d'un élément qui est peu représenté dans les feuilles de nos plantes forestières. Je prends la silice qui est accumulée sous forme de petits phytolithes, de petites accumulations qui font mal aux dents d'un certain nombre d'insectes ou de consommateurs de feuilles. C'est une défense qui ne nous intéresse absolument pas, mais qui défend contre les petits animaux. Eh bien, mine de rien, et alors que cette silice est un composant relativement mineur de la matière végétale, dans nos forêts, il tombe 10 à 50 kg par hectare et par an de silice au sol, simplement avec le retour en surface, silice extraite et arrachée aux profondeurs du sol. Vous voyez qu'elle a un labour qui n'a rien à voir avec le labour du ver de terre, mais qui est quand même un labour qui va, un mélange en tout cas, qui va homogénéiser les couches du sol. Et puis quand il n'y a pas de plantes, ou si on oublie les plantes, qu'est-ce qu'il y a encore qui déplace des choses dans le sol? Des parasites. Oui, oui, tous les animaux, mais il y a surtout les champignons. C'est encore une croissance intrusive qui va exploiter des choses en amont et les projeter en aval. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, là quand même, l'effet de déplacement, déjà les racines, c'est des voies terribles par rapport aux vers et aux animaux, mais là, c'est encore moins. Oui, alors, oui et non. Parce qu'en fait, les plantes utilisent les champignons pour déplacer des choses dans le sol. Ce qu'on appelle des racines abritent souvent
quand on colore correctement les racines au microscope, ici on les colore en bleu, des filaments de champignons. Il y a des mycéliums de champignons dans les racines. Et en fait, ça conduit à appeler ces racines des mycorhizes. C'est-à-dire des choses qui sont composées de rhiza, de racines, et de champignons, champignons qui sont par ailleurs présents dans le sol, qu'ils explorent, le reste du mycélium est dans le sol, et ces champignons ne sont pas du tout des parasites des racines, ils cèdent à la racine en échange de sucre qui les nourrit, ils cèdent de l'eau et des sels minéraux. Voilà d'ailleurs un exemple, avec les rhizobiums de tout à l'heure, de microbes que certaines racines attirent activement en sécrétant des signaux qui sont reconnus par ces organismes et qui leur permettent de grandir vers la racine. En tout cas, vous voyez que la plante utilise la capacité des champignons à déplacer de l'eau et des sels minéraux. Ça aussi, c'est un mouvement. Et alors, c'est un mouvement qui est vraiment intéressant pour la plante, car le champignon va chercher les ressources très loin et partout dans le sol, démultiplie la surface de contact avec le sol, alors même qu'il coûte moins cher de faire un filament, une petite racine. Plus pour moins cher, c'est évidemment un programme extrêmement intéressant, d'autant plus que pour le champignon, la racine est une ressource vitale, et que dans leur évolution, ces champignons ont accumulé des façons dont, soit par leur effet direct, soit par leur effet sur la racine, ils protègent la racine. Plus une racine est en bonne forme, plus durable est la ressource alimentaire du champignon, et il n'y a là rien que de la sélection naturelle, ce n'est pas un grand miracle de l'entraide, c'est juste qu'un champignon qui entretient une racine n'a plus à manger. Et au total, on se retrouve avec une interaction qui est à la fois nutritive et protectrice, et qui montre bien que les champignons déplacent aussi des choses dans les sols. Au total, ce mariage que j'annonçais entre la matière organique, l'atmosphère et la roche, il est littéralement chorégraphié par la vie du sol, qui anime les sols, sans que pour autant les sols ne soient pas stables pour y ancrer des plantes ou des bâtiments, mais qui permet un mélange pour que ce qui s'opère vers le haut et ce qui s'opère vers le bas finissent par profiter à tous les étages du sol, au moins quand les sols sont fertiles. Et un sous-produit de ça, c'est que ces racines qui poussent et meurent, ces filaments de champignons qui poussent et meurent, ces amibes qui se déplacent, ces vers de terre qui se déplacent, ça laisse des trous, et précisément, ce sont ces trous qui finissent remplis de l'air ou de l'eau dont nous avons parlé avant. Ce mariage, il fait foisonner, comme on fait foisonner en cuisine une crème ou une sauce, il fait foisonner le sol et il le garnit des trous qui permettent les fluides du sol. Jusqu'ici, nous avons vu comment fonctionnait le sol et au fond, nous avons vu ce qui permet, plus ou moins, selon les sols, une grande fertilité, une petite fertilité ou pas trop de fertilité, mais il faut bien comprendre qu'au-delà de ce que les sols font en eux-mêmes, il y a ce qu'ils font au monde qui l'entoure. Et là, on peut dire qu'ils font pratiquement tout. Regardez plutôt. J'aurais commencé par l'effet de serre et le climat. L'effet de serre n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, seule la dose compte. S'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Et ce ne seraient pas vraiment des conditions très favorables à notre espèce. Grâce à l'effet de serre, la Terre est habitable. Et dans ce qui fait l'effet de serre, avant même qu'on rajoute l'homme dans le système, il y a bien la respiration des sols qui émet du CO2. Mais il y a des sols qui sont ennoyés et peu oxygénés. Alors, dans ces sols, il n'est pas possible de respirer à l'oxygène, puisque là, l'oxygène ne rentre pas. Néanmoins, dans ces sols, il y a des bactéries qui font autrement. Alors, ça nous paraît bizarre à nous, parce que c'est vrai que quand il y a de l'oxygène, il vaut mieux respirer à l'oxygène, c'est plus rentable. Et puis nous, en surface, quand on a de l'oxygène, on n'a jamais rien vu d'autre. Mais dans les sols, il y a des bactéries qui respirent sans oxygène. Certaines respirent au CO2, et ça donne du méthane. D'autres respirent au nitrate, et ça donne du protoxyde d'azote, un gaz azoté qui, comme le méthane, s'échappe des sols. Un gaz azoté, disais-je, que vous connaissez peut-être sous le nom de protoxyde d'azote. Ou de gaz hilarant, plus exactement, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours hilarant, gaz hilarant. Mais bon. Tout ça, c'est des gaz à effet de serre, et le sol fait partie des producteurs de gaz à effet de serre qui rendent la Terre habitable. Sur ce, intervient l'homme, qui renforce la production de gaz à effet de serre, et vous allez voir qu'il le renforce aussi par le biais de la façon dont il gère les sols. Quand on laboure, on aère le sol, c'est une des vertus du labour. Eh bien, les sols respirent plus. C'est pour ça qu'ils sont pauvres en matière organique et souvent clairs. C'est que la respiration, notamment des bactéries, est accrue.
Donc, on fait plus d'effet de serre. Quand on irrigue, alors là, je vous ai montré le paroxysme d'irrigation, mais dans la région, il n'y a pas à aller très loin pour trouver des endroits où en été, il y a des poches d'anoxie qui se forment. Vous faites plus de méthane et de N2O. Si en plus, vous mettez des engrais minéraux, et donc du nitrate, alors là, vous forcez la dose et vous encouragez férocement les bactéries productrices de gaz hilarants. Et on arrive à ce paradoxe qu'en France, c'est les usages des sols agricoles, des sols spontanément humides où on met du nitrate, ou bien des sols que l'on irrigue, c'est l'usage des sols qui est responsable de 80% de la production de protoxyde d'azote. Si vous regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote, vous voyez nos grandes plaines fertiles comme le bassin parisien ou le bassin aquitain, forêt des Landes exclues, la Limagne, la plaine du Rhin, la plaine de Saône et du Rhône, mais pas le Languedoc-Roussillon, dont les sols sont peu soumis aux pluies estivales et plutôt ressuyés. 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme l'est par l'agriculture. Or, le protoxyde d'azote est 240 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre. Et quand on y pense, c'est un paradoxe terrible, parce que, pour le coup, les sols deviennent une des façons dont nous entretenons l'effet de serre, alors même qu'en fait, au fond des sols, dort la solution au stockage du carbone. Je vous propose d'envisager quelques instants ce qu'on appelle le 4 pour 1000. C'est un axe, une vision des sols et une politique qui a été engagée par Stéphane Le Foll et continue, il faut le dire, par le gouvernement actuel, qui consiste qui tire son nom de la constatation suivante. Constatation qui est purement théorique, mais qui montre que les volumes en jeu sont compatibles et intéressants. Si on augmente chaque année la teneur en matière organique de tous les sols du globe de 0,4%, soit 4 pour 1000, c'est le nom de cette initiative, eh bien, on aura fixé, immobilisé sous forme de matière organique, l'équivalent du carbone émis sous forme de CO2 par l'homme la même année. On aura tout simplement contrebalancé le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Alors, entendons-nous, c'est juste pour montrer les ordres de grandeur. On ne va pas aller déposer du carbone, de la matière organique dans les sols de Patagonie. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, remettre du carbone dans les sols, et notamment ces sols agricoles dont vous avez vu qu'ils finissent par en manquer à force de labour et d'oxygénation, c'est quelque chose qui peut permettre de pomper du CO2, de stocker du carbone. Alors, ce n'est pas une raison pour continuer à en émettre, mais il ne vous échappe pas que ce qu'on a déjà émis, il va falloir qu'on le pompe. Dans l'idéal, ce serait bien déjà de s'en débarrasser. Et même si on cesse d'en émettre, voilà une solution. Alors, vous allez me dire, quelle matière organique? Eh bien, c'est simple. On voit ici que l'élevage n'est pas l'ennemi de l'environnement, puisqu'il fait du fumier. Et quel est l'animal qui mange le plus en France et qui produit le plus de fumier? Exactement. Et il y a dans nos poubelles des choses qui mériteraient de finir sur les sols, surtout pas compostées, parce que qui composte retire du CO2, la matière fraîche sur les sols. Alors vous allez me dire, mais quelle horreur, on va transformer nos champs en dépotoirs. Oui, c'est sûr que ça vaut mieux que de les voir tout bruns et tout lacérés par la charrue. Mais non, si ces sols sont pleins de vers de terre, faites-moi confiance, les vers de terre vont soigneusement faire caca dessus et s'occuper d'incorporer tout ça. Bref, ça, c'est une solution. Et les sols peuvent être une solution au changement climatique. En tout cas, l'une des solutions dans un arsenal éventuellement plus complet. De même, au-delà du climat, le cycle de l'eau est façonné par les sols. Il ne vous échappe pas que quand il pleut, les sols sont une véritable éponge à eau. Ils vont éviter les crues et en s'écoulant lentement dans les rivières, permettre de soutenir entre deux pluies le niveau des rivières. Mais surtout, ils stockent l'eau. Et cette eau stockée, elle peut permettre d'alimenter les plantes qui sont extrêmement gourmandes en eau. Entre 60 et 90% de l'eau de pluie repartira sous forme de sève brute dans la plante, qui l'évapore finalement dans ses feuilles. Ça, c'est important parce que la végétation est extrêmement gourmande en eau, justement parce que c'est le flux d'eau qui passe dans la végétation qui monte la sève brute. Et il y a ce chiffre qui peut paraître étonnant, mais vous allez voir, il est en fait très raisonnable. Une forêt demande 30 tonnes d'eau par hectare et par jour. Si vous reformulez ça, ça revient à une pluie de 3 mm. Et comme il y a à peu près 200 jours de végétation, ça fait 600 mm par an. C'est vrai qu'en dessous de 600 mm, il n'y a pas vraiment de forêt. Et au-dessus, il y a des forêts. Et puis le surcroît, que devient le surcroît? Eh bien, le surcroît s'échappe de façon retardée pour alimenter les cours d'eau.
cette fonction de réserve en eau, je voudrais l'illustrer avec un petit peu de sol exotique. Mes sols sont très franchouillards et européens, hein, mais allons sous les Andes ou sous des montagnes tropicales et regardez ces écosystèmes d'altitude qu'on appelle les paramos dans les Andes, qui ont une biodiversité absolument hors du commun, très très particulière, et dont les sols sont très riches en matière organique qui se décomposent mal pour des raisons à la fois climatiques et puis chimiques, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais l'idée c'est que dans ces sols-là, vous avez entre 800 et 900 et 1000 tonnes de matière organique à l'hectare. C'est des sols qui sont bourrés de matière organique. En fait, c'est de la pure matière organique, voilà. C'est tout noir. Et quand il pleut, évidemment, la matière organique, c'est hydrophile, ça se gonfle et ça peut absorber 2,5 fois son volume en eau. Et quand on marche là-dessus, c'est un gel. Pour ceux qui connaissent les sommets de l'Égual, nous avons en France une toute petite lentille de sol qui ressemble à ça. Et si au moment des épisodes de Sevenol, vous allez sauter, comme je emmenais mes étudiants quand j'étais à Montpellier, si vous allez sauter sur les sols du sommet de l'Égual, vous verrez que si vous mettez quelqu'un à 2 mètres de distance, dans le brouillard qu'il y a à ce moment-là, on ne voit absolument pas la personne, mais on sait quand elle saute parce que le sol vibre comme un gel un peu ferme. Mais nous n'avons pas beaucoup de ces sols-là. En tout cas, ces sols, typiquement, sont des réservoirs d'eau qui permettent en fait d'irriguer et de nourrir les grandes villes andines comme Bogota, Quito et les autres. Aujourd'hui, d'ailleurs, le drainage, le surpâturage, les incendies dans les paramos mettent en péril l'approvisionnement en eau de ces villes-là. D'ici quelques années, vous entendrez parler de la soif de ces villes qui vient de la destruction des paramos. Alors, ce n'est pas très joyeux, mais au moins ça marche pour l'instant. Et ça montre que le cycle de l'eau, il est façonné, la capacité de l'eau à séjourner, et ça c'est un élément de fertilité important, à séjourner, à ne pas s'écouler tout de suite, ce sont les sols. Autre chose, la productivité de l'océan. Oui, alors je vous montre ici une image d'un endroit qui m'est cher, avec ces eaux un peu vertes, où on sent plein de plancton. C'est le long des côtes que se trouve l'essentiel de la production primaire. Et si on oublie quelques phénomènes de poiling dans certaines régions, cette histoire-là, elle vient du fait qu'au milieu de l'océan, il n'y a pas de fertilité, parce que quand un cadavre apparaît, que ce soit une bactérie, une algue, une crevette, un poisson, une baleine, tout ce qui peut lui arriver, c'est de sédimenter et de descendre d'extrême profondeur, où il lui arrivera tout ce qu'il veut, mais l'azote, le phosphate, le fer, surtout le fer qu'il contenait, a échappé à la zone où peuvent se développer des algues. Et donc, il n'y a pas de sol dans l'eau, donc il n'y a pas de fertilité. C'est en quelque sorte l'antithèse de ce que je décrivais avant. Le recyclage ne se fait pas sur place. Par contre, le long du littoral, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'arrivent les eaux. Or, les eaux qui courent en un rivière sont des larmes de sol. Là, ça contient des sels minéraux. C'est pour ça que j'emploie cette expression. Les rivières ont assez de l'eau qui était dans les sols. Elle a notamment emmené une partie de cette fameuse fertilité. Tout ça arrive jusqu'aux estuaires et les fleuves envoient sur la bordure continentale tout un tas de ressources qui permettent le développement d'algues et de algues, de petits poissons et de gros poissons et de pêcheurs. Et oui, et ça vous explique un petit détail à propos du Brexit, c'est que les pêcheurs bretons, ils n'ont pas envie de faire 150 km pour aller au milieu de l'Atlantique, ils préfèrent faire 150 km pour aller dans les eaux britanniques, qui sont effectivement densément réceptrices de sels minéraux, qui n'appartiennent d'ailleurs pas forcément que nos amis britanniques, mais que nos amis britanniques, dans une grande conscience géographique et une vision géopolitique qui montre qu'on peut avoir été grand au 19e et se casser la gueule au 21e siècle, nos amis britanniques ont bien compris qu'ils n'étaient pas en Europe, comme le montre cette carte. Donc, leurs sels minéraux et les nôtres qui se baladent dans leurs eaux territoriales ne sont plus pour les pêcheurs bretons, voilà. Mais vous voyez que ceci recoupe un point d'actualité, cette histoire de fertilisation de la zone littorale. Et dans cette image, bien sûr, on sait que le vin, la tomate, le gruyère et le pesto qui se trouve sur ce plat vient du sol, mais il serait naïf de ne pas imaginer que ces coquillages aussi viennent du sol, même s'ils n'y ont pas été collectés. Quelque part, toute notre alimentation vient des sols. Et ça, pour résumer, ça montre que le sol a des bras de levier énormes pour fabriquer le monde dans lequel nous vivons, autour du climat, du cycle de l'eau, de la fertilité des océans, et puis finalement, d'un point de vue trivialement anthropocentrique, notre nourriture. Malgré ça,
et sans vouloir plomber l'atmosphère, ben, on n'a pas vraiment l'impression que les gestes que nous faisons sont en harmonie avec la vision qu'on a aujourd'hui de ces fonctionnements et de ces rôles. Le labour, par exemple, aboutit à une situation qui est à la fois extrêmement habituelle en hiver, ces paysages bruns, et complètement inhabituelle évolutivement. Jamais dans l'évolution, les sols n'ont été bruns. Donc jamais dans l'évolution, les organismes du sol n'ont été habitués à vivre là. Le labour et tous les travaux du sol jusqu'à un certain point, après on a des dégradations dans les effets, c'est quelque chose qui est dommageable à la vie du sol. Les oiseaux qui sont autour de ce tracteur qui est en train de faire un semis avec griffage, ça ne s'applique pas d'un labour aussi. Ces oiseaux ne sont pas venus voir la marque du tracteur ou du semoir, ils sont en train de boulotter les vers de terre. Mais dans cette image, moi, ce n'est pas les vers de terre qui me font le plus mal. Vous voyez ce qui me fait du mal? Le poids du tracteur. Oui, mais ça, si le sol était bien vivant, il décompacterait, puisqu'on dit que ça fait des trous. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, là, on retire de la vie du sol, donc la décompaction sera moins bonne, et c'est vrai que du coup, l'effet est encore pire. C'est vrai. Mais je ne pensais pas vous parler de tassement du sol, parce que c'est un sujet chiant. Et les solutions sont chiantes aussi à trouver. Oui, alors, donc, non, moi je pense aux champignons. Un mycélium là-dedans, il est éventré. D'ailleurs, les rondes sorcières, vous ne les trouvez que dans des pâtures, des forêts, des jardins, mais jamais quand c'est labouré. Et d'ailleurs, c'est bien connu que le nombre même d'espèces de champignons dans des sols labourés diminue par rapport au même sol non labouré. Alors, d'un autre côté, on voit augmenter le nombre de bactéries. À la fois parce que tout un tas de bactéries sont plus facilement capables de respirer, et puis aussi parce qu'en l'absence de la concurrence des champignons, certaines espèces de bactéries habituellement exclues par les champignons vont pouvoir se développer. Alors vous allez dire, quand même, l'effet est nuancé sur la biodiversité. Oui, mais si vous examinez ça du point de vue fonctionnel, les bactéries ne font pas les courses pour les plantes, elles ne font pas des mycorhizes. Donc c'est, certes, on peut dire qu'en termes de biodiversité, c'est nuancé l'effet, mais fonctionnellement, c'est la diversité spécifique dont vous parlez à ce moment-là. En termes fonctionnels, c'est un problème. Et puis, comme les sols respirent, ils déstockent de la matière organique. Regardez cette carte de France, toujours sur le site JSOL, là où il y a des merveilles à aller chercher, de la teneur en matière organique des sols de France. La Normandie s'en tire bien avec ses pâturages, hein, mais l'Île-de-France s'en tire mal, Plaine du Rhin, Saône, Rhône, Languedoc-Roussillon, pour le coup, bassin aquitain, sauf la forêt des Landes. Eh oui, quand on laboure, quand on travaille le sol, et quand en plus on récolte, ce qui exporte de la matière organique, et quand en plus on met des engrais minéraux et non pas des engrais organiques, ce qui dispense d'un apport organique, eh bien, les sols ne contiennent plus de matière organique. Donc, pas de stockage. Mais donc, tout un tas d'autres problèmes. La matière organique, c'est quelque chose qui retient l'eau. Vous vous souvenez les paramos? Mais ce n'est pas pour les habitants des Andes. Plus de matière organique dans les sols, ça retient l'eau. Et dans un pays qui évolue vers un changement climatique où on s'attend à avoir plus de sécheresse estivale, quelques jours de réserve d'eau en plus, ça peut sauver une récolte. Et puis la matière organique, c'est gluant. Je dis souvent à mes étudiants, et il me semble bien depuis tout à l'heure en voir au moins une dans la salle, enfin, il me semble bien que cette histoire-là, tu l'as entendue déjà. Alors, moi, ça commence à faire un certain temps. Effectivement. On ne va pas insister sur ce point désagréable. Mais la matière organique, je dis souvent que c'est comme la morve, c'est poisseux, collant et très hydrophile. Et donc ça, j'avais dû le dire à l'époque déjà, parce que ça choque suffisamment pour que ce soit mémorable. L'idée, hein, c'est que ça retient aussi, ça augmente avec les racines la capacité à résister à l'érosion. Mais quand vous avez bousillé les racines en labourant et que vous n'avez plus de matière organique, eh bien, vous avez de l'érosion. Et on est tous habitués à des cours d'eau, vous en avez vu tout à l'heure, aux eaux charriant un matériau chocolaté, un matériau blanchâtre ou carrément plus brunâtre. On y est habitué à une charge solide importante, et d'ailleurs aussi une charge minérale importante. Mais allez en forêt, l'eau qui circule est claire, hein, ainsi qu'au plus beau jour. C'est pas qu'il n'y ait pas des choses qui soient entraînées, mais il y en a 10 à 20 fois moins en moyenne. Le labour et le travail du sol augmentent l'érosion d'un facteur 10 à 100. C'est énorme. Ça veut dire que les sols de la Beauce s'érodent à la vitesse de sol des Alpes aujourd'hui. Alors, cette érosion, elle peut être dans certaines régions, pas chez nous, éolienne. De mauvaises pratiques de travail du sol ont conduit au Texas dans les années 30 un épisode, le Dust Bowl, où on a eu une érosion éolienne qui a décapé les sols de certaines exploitations, recouvert d'autres exploitations des débris et jeté sur la route des milliers d'agriculteurs ruinés.
c'est ce que raconte Steinbeck dans Les raisins de la colère. Vous voyez que le lien du sol à la culture est souvent assez clair, et en tout cas, le lien du sol à la misère humaine, lui, il est très très clair. D'ailleurs, cet épisode et les restaurations de sols qui ont suivi ont fait dire à Roosevelt qu'un peuple qui ne s'occupait pas de ses sols méprisait son destin. Je vous laisse méditer cette phrase, qui n'inspire même pas d'ailleurs les politiques américains modernes. Et pour en revenir à l'érosion globale, et notamment celle par l'eau, qui conduit 90 milliards de tonnes de sol par an dans la mer, à l'échelle globale, eh bien, elle n'a cessé d'augmenter, tant si bien que dans ce total que je vous disais, on compte qu'aujourd'hui, selon les estimations, et donc selon les équipes qui sont pro ou anti-labour, 50 à 98% du total est lié à l'homme, au travail des sols par l'homme. Un peu aussi au surpâturage illégal. Donc à court terme, nos ancêtres ne se sont pas trompés en adoptant le labour. Ils désherbent. Ça, c'est beaucoup déjà. Il aère et il rend poreux, ce qui va faciliter la croissance des racines, favoriser l'entrée de l'eau et la respiration des racines. Et puis il remonte la fertilité, dont effectivement, qui est entraînée par l'eau. Et puis de toute façon, ça remonte aussi la fertilité libérée par les déstabilisations de la roche en profondeur. Mais sur le long terme, ça perturbe la vie du sol, ça détruit la matière organique et ça entraîne une érosion accrue. Et ça, c'est une dysfonction à long terme qui explique vos vacances dans le bassin méditerranéen. Qui a visité Mycène? Qui a visité Tyr? Qui a visité Paestum? Qui a visité, je ne sais pas moi, les abords de ce qui reste de Carthage? Toutes ces villes de l'Antiquité, elles sont au milieu de plaines caillouteuses. On se dit, ah oui, les sols méditerranéens. Mais non, elles ont été construites, alors certes sous d'autres climats, mais elles ont été construites au milieu de plaines fertiles. On n'a jamais construit des villes loin des sources de nourriture, et on les a labourées. Et aussi, il est vrai, surpâturées. À court terme, ça ne fait rien. Le sol est toujours là. Mais 5 millénaires plus tard, ce sont vos vacances dans les plaines caillouteuses du bassin méditerranéen. La Beauce est une promesse de méditerranéité, et Paris sera un jour aussi belle que Mycène. Les intrants. Alors, on ne va surtout pas parler entre nous de la toxicité du glyphosate, parce que ça, on sait très bien que c'est un sujet glissant, n'en parlons pas. Par contre, les vers de terre, eux, ils nous en parlent d'une façon assez... Ça les tue, et ça tue notamment leurs œufs. Vous allez me dire, bon, une fois qu'on a labouré, les vers de terre, en général, ils sont ratiboisés, donc, ouais, mais les œufs aussi. Hein. De même, les spores des champignons mycorhiziens supportent très mal le traitement par le glyphosate. Et alors même qu'en général, les 3/4 sont encore capables de germer dans un sol, ce chiffre tombe à 10% quand on a mis du glyphosate à une dose standard de grande culture. Oui, c'est des balles perdues. C'est des balles perdues d'une molécule qui n'est pas du tout conçue pour ça, et d'ailleurs dont le cahier des charges n'a même pas vérifié la toxicité pour les éléments du sol. Et on pointe ici du doigt le glyphosate, mais on peut pointer du doigt d'autres molécules. Elles posent problème, et leur utilisation ne doit pas être imaginée comme une solution éternelle. Autre intrant, les engrais minéraux. On a remplacé le dépôt de matière organique, dont la dégradation, la décomposition libère lentement de la fertilité, par des engrais minéraux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met des engrais minéraux? Eh bien, on voit très bien que la quantité de champignons mycorhiziens diminue parce que la plante cesse de nourrir les champignons, puisqu'elle peut se nourrir toute seule. Cependant, la quantité de pathogènes n'est pas affectée. Et donc, votre plante va risquer d'être plus facilement malade. D'une certaine façon, ce n'est pas grave, puisqu'on a des produits qui permettent de traiter. Mais vous voyez qu'on rentre dans un cycle où, finalement, il y a une sorte d'entretuilage des herbicides, enfin des pesticides en général et des engrais. Les pesticides qu'on amène bousillent les champignons, donc il faut mettre des engrais. Les engrais font repousser, diminuent l'interaction avec les champignons, donc fragilisent, mais on va mettre des pesticides. Et le bilan de tout ça, c'est qu'on a nourri l'humanité. Quand même, le bilan fondamental de l'agriculture conventionnelle, c'est qu'il n'y a plus de famine. Parfois, quand on arrive à ce point du raisonnement, on se dit, mais quelle bande de terroristes? Ben non, ce sont des bienfaiteurs de l'humanité qui ont inventé l'agriculture conventionnelle, car ils ont nourri l'humanité. Plus de famine, enfin, au moins dans certains coins où on la pratique. Les problèmes de famine sont largement distribués à la distribution de la nourriture, plus que
un vrai problème de production. On pourra rediscuter de ça parce que je vois signer, mais le fait est que, quelque part, aujourd'hui, le problème qui se pose à nous, il est qualitatif sur l'environnement et sur notre santé. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. À l'époque, en Europe, tous les 10 ans, il y en avait qui mouraient de faim. Alors, bien sûr, ces engrais minéraux posent un autre problème, ils sont mis en abondance et ils vérifient la règle que la fertilité des sols finit dans les rivières et en mer, et ils nous valent des proliférations indésirables d'algues sur le littoral. Ça vérifie ce que je disais tout à l'heure sur l'origine de la fertilité des littoraux, jusque dans l'excès de fertilité. Voilà, on a presque fini. Ah non, il y a une chose, c'est que ceux qui tuent les sols, ce n'est pas les agriculteurs les abîment un peu, mais ceux qui tuent les sols, c'est l'extension des villes et les infrastructures de transport. Ça les tue bien, ça les enterre. On compte qu'ainsi, un département français de taille moyenne disparaît tous les 7 à 10 ans, et les villes s'étendent autour d'elles, et les villes, historiquement, n'ont pas été mises dans des endroits désertiques, mais au milieu des belles pierres, des belles terres fertiles. Pensez au plateau de Saclay, par exemple, qu'on recouvre d'une université ou d'un campus, complètement inutile, parce qu'il y avait déjà des bâtiments, hein, il suffisait de les rafraîchir ou les rehausser un petit peu, et qui était une des terres les plus fertiles de l'Île-de-France. Et ça, c'est dramatique parce qu'un sol fertile, ça se fait en minimum un millénaire, et ça veut dire que les sols, on en hérite, mais on ne peut pas les refabriquer. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que notre action n'est pas simplement d'encaisser les intérêts, la production annuelle, mais littéralement tape dans le capital pour augmenter les intérêts, tape dans le capital pour augmenter la production, et ça, vis-à-vis de nos enfants, c'est quand même pas sympa. Ce sol est donc piétiné par l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation des terres agricoles, et c'est dommage, car le sol, c'est nous. Et c'est notre avenir. Il est plein de vie, il fait ce sol, il l'anime, il a des conséquences hors de lui, qui fait que c'est un peu l'origine du monde tel que nous le connaissons. Et puis, malheureusement, il est piétiné, mais il faut dire, pour être positif, qu'aujourd'hui, et jusque dans l'établissement où nous sommes accueillis, hein, l'INRAE par exemple, il y a des gens qui commencent à déterminer des formes d'agriculture alternative, qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont des pistes de recherche extrêmement importantes et intéressantes pour demain labourer plus que occasionnellement, avoir davantage recours à des engrais organiques et remplacer des pesticides par des stratégies de lutte ou des variétés résistantes. Les restes durs. Hein. Les restes durs, c'est quand même un truc énorme, ça. 3 à 4 fois moins de pesticides pour la vigne avec ces variétés à résistance durable. Hein. Vous voyez que la solution pour les sols, d'ailleurs, ne passe pas que par les sols. Et au total, aujourd'hui, le sol, on n'est pas obligé de le piétiner. Alors, en tout cas, j'espère vous avoir convaincu que cela n'est que la surface des choses et que cela n'est que le possible du sol, ce n'est que la promesse du sol, ce qu'on voit. On pourrait presque en faire un livre. Donc, j'ai découvert avec un peu... Voilà, vous pouvez ensuite qu'il y avait un tableau qui portait le même nom. Bah oui, alors c'était gênant, mais plus sérieusement, le fait est que Francis Allais m'a reproché que ce titre était pourri, m'a-t-il dit, parce que le monde, il a existé avant le sol. Il a raison. D'ailleurs, dans le livre, je décris le monde avant le sol, c'est différent. En particulier, les poissons sont moins gros en mer. Hein. Mais c'est bien l'origine du monde tel que nous le connaissons et tel que nous voudrions le transmettre à nos enfants.